route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bertrand Delanoë, donc commençons effectivement par ce qu'on vient d'apprendre il y a quelques instants et qui était prévisible, justement le plan social de grande ampleur chez Aulnay et peut-être sur d'autres sites. Alors, il y a probablement beaucoup de gens qui travaillent chez Aulnay qui habitent aussi Paris, donc ça doit vous toucher, cette affaire. Est-ce que l'État, on vient d'écouter Cécile, peut vraiment faire quelque chose dans cette affaire ? L'État doit tenter quelque chose, mais tout ne se fait pas en quelques semaines. C'est remettre au cœur de la politique du pays une stratégie industrielle. Ça ne veut pas dire que c'est l'État qui fait à la place des entrepreneurs. Ça veut dire qu'on est dans une période de crise avec notamment des emplois supprimés. Et je pense que pour la population concernée, c'est très grave et qu'il faut donc être à leur côté. Et ensuite, il faut qu'il puisse y avoir dans la compétition mondiale, dans cette crise, dans cette concurrence exacerbée, des projets industriels efficaces, mais qui prennent en compte les salariés. Qu'est-ce qu'il fait ? Il aide. Alors, il est L'État, d'abord, une entreprise qui ne vend plus de voitures. l'État, il doit créer des conditions pour un dynamisme économique qui ne soit pas basé simplement sur la rentabilité immédiate à court terme et spéculative. Ouais. On a vu l'affaire de cette maison Doux, des poulets en Bretagne. Et donc, il faut à la fois prendre en compte les réalités économiques. C'est-à-dire, si les produits ne se vendent pas, de toute façon, on ne va pas les produire pour les mettre au rebut. Sauf qu'on peut faire comme l'État américain avait fait pour General Motors il y a maintenant des années. Ils ont investi 50 milliards de dollars. On se demande comment l'État français aujourd'hui peut trouver, dans le contexte d'aujourd'hui, une somme, non pas équivalente, mais une aide aussi considérable pour qu'on ait le temps de retrouver des produits qui se vendent. Que l'État se fasse investisseur par moment, oui, d'ailleurs, il y aura la Banque publique d'investissement qui va être créée très rapidement, de manière à être un instrument pour cette stratégie industrielle que j'évoquais tout à l'heure. Mais ce n'est pas parce que l'État va investir dans un contexte des comptes publics que vous avez évoqué, qui est délicat et dont on reparlera peut-être, mais l'État ne va pas investir uniquement pour protéger les salariés. L'État doit investir parfois pour épauler une ambition industrielle qui bénéficie à l'emploi. Donc François Hollande doit sauver les Peugeot. Je ne le formulerai pas comme ça. L'équipe autour de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault doit évidemment protéger les salariés dans la situation où ils se trouvent. Par exemple à Aulnay. Deuxièmement, progressivement mettre en place une politique économique et industrielle qui favorise la croissance, qui favorise le développement économique. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de financer à perte de la production qui ne serait pas vendue. Il y a un marché dont il faut tenir compte. Michael Zamet. Sur un plan politique, vous diriez, comme le ministre du Travail, Michel Sapin, que tout cela, c'est l'héritage. Vous parliez de Doux tout à l'heure et de PSA aujourd'hui. Tout n'est pas par la volonté de messieurs Sarkozy et Fillon. Mais il faut reconnaître qu'en termes de situation économique et budgétaire, ils en ont fait beaucoup. À la fois avec ces 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 5 ans, vous voyez même que dans l'année 2012, par rapport à leurs propres prévisions, il manque 7 milliards d'euros sur cette année. Donc quelle épreuve pour ce gouvernement d'avoir à redresser les comptes publics, ce qui est quand même la base. Deuxièmement, sur le plan de la politique économique, effectivement, je pense que le gouvernement précédent n'a pas été audacieux en termes d'innovation, de soutien à la recherche, soutien aux PME. Voilà aussi quelque chose que ce gouvernement va tenter, j'espère réussir, c'est le soutien aux PME qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, qui sont dans l'innovation. Je ne vous parle pas du déficit du commerce extérieur et donc du soutien à l'exportation de nos PME qui sont sans doute les plus performantes. Et donc voilà, il y a une réorientation de la politique économique et industrielle et ça va prendre un peu de temps quand même. Ce que vous voulez dire, Michael, c'est que l'argumentation Ayrault, l'argumentation Sapin, c'est-à-dire on nous les avait cachés, on les a différés, maintenant ça ne va pas pouvoir durer longtemps, ça ne va pas passer l'été parce que maintenant il y a un pouvoir, il y a des ministres. Non, mais la question, Guillaume Durand, c'est pas de savoir si ça passe l'été ou pas. C'est eux qui l'ont dit. Mais attendez, qu'on leur avait laissé un héritage difficile. Oui, mais ça c'est un fait. Voilà. Ouais, est-ce que il faut le régler. Attendez, est-ce que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, chômage massif, précarité, échec économique, industriel, est-ce que c'est le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et le président Hollande qui l'ont créé en 3 semaines? Sûrement pas. En tout cas, c'est eux qui vont devoir le régler comme Alstom avec Sarkozy. Non, mais attendez, on peut même le dire autrement. C'est même pour ça qu'ils ont été élus.
Ils ont été élus parce que les Français sentaient que ça marchait plus et que c'était trop injuste. Bon, mais je vous en prie, laissez-leur un peu de temps pour amorcer ce redressement indispensable. Michael Zamès. Vous avez peut-être entendu Jean-Marc Ayrault à l'Assemblée nationale qui a été très dur avec la nouvelle opposition. C'est le Jean-Marc Ayrault gentil devant le Conseil économique et social, le Jean-Marc Ayrault méchant face à l'opposition à l'Assemblée nationale. Il y a deux Jean-Marc Ayrault. Mais non, c'est Jean-Marc Ayrault, homme d'État, homme de responsabilité, de sincérité, qui fait pas des sbroufs, qui bosse. Voilà. Et il répond à la droite arrogante et sectaire en les remettant à leur place, c'est tout, il a raison. Est-ce que vous considérez que c'est l'opposition, parce que vous avez lu Le Monde comme moi, qui a fait sortir cette affaire de favoritisme à la mairie de Paris sur de Richebourg et le fils de Jean Carmet, etc. Non, mais attendez, c'est très simple. Vous savez, je suis maire de Paris depuis un peu plus de 11 ans. Et il y a 2000 marchés attribués par la commission d'appel d'offres chaque année. Bon, cette commission d'appel d'offres est élue par le Conseil de Paris et comprend des membres de la majorité de l'opposition. Je n'ai jamais, à 11 ans et quelques mois, jamais donné une indication à la commission d'appel d'offres. Alors, sur ces 2000 multipliés par 11 marchés, il y a 2 contestations, toujours par la même entreprise d'ailleurs, qui est attributaire de certains lots, mais qui en voudrait plus. Bon, là-dessus, si vous voulez, je me suis donc renseigné, bien sûr. Hein. Et ce que je peux vous dire, c'est que mon sentiment, c'est que sur ces 2 contestations, il n'y a eu vraiment aucune infraction juridique ou morale. Voilà. Et donc, de la part des membres. Favoritisme, vous dites. Non. De la part des membres de la commission d'appel d'offres. Non, Et en plus, je vais même vous dire, dans une de ces 2 affaires, j'ai voulu que la ville se porte partie civile pour contribuer à l'établissement de la vérité et éventuellement obtenir réparation s'il y avait eu une faute. Donc, vous voyez, on est très serein. Sur l'affaire du fils de François Hollande, qui devient une affaire dans les journaux, il y en a beaucoup dans Libération ce matin. Alors, je sais bien que vous allez me dire tout ça est anecdotique et à caractère privé. Mais est-ce que c'est devenu ou est-ce que ça va devenir une affaire politique, puisqu'on dit maintenant que François Hollande va évoquer cette affaire le 14 juillet lors de son entretien avec les représentants de TF1 et France 2. D'abord, je n'ai pas encore lu l'intervention de Thomas Hollande dans Le Point, et je crois qu'il a lui-même démenti. Attendez. Puis-je résumer simplement Et moi, puis-je vous donner mon sentiment, quel que soit le contenu de cette interview. Je me fixe une règle. Je ne commente que des faits à caractère public. Et pour les faits à caractère personnel, le respect. Le respect de François Hollande, le respect de son ex-compagne, de sa compagne d'aujourd'hui, de ses enfants. Tout ça, moi j'ai confiance. J'ai confiance dans l'esprit moral qui anime les dirigeants de ce pays, à commencer par le président de la République. Le reste, c'est une question personnelle et qui implique de ma part uniquement le respect. Voilà, le respect. Parlez-moi de politique industrielle, de politique budgétaire, demandez-moi des comptes sur la manière dont les marchés sont passés à la ville de Paris. Ça, c'est la démocratie. Le reste, c'est la vie personnelle qui, pour moi, n'implique que le respect. Alors, excusez-moi d'insister sur ce point quand même, une petite seconde. Ça devient public puisque François Hollande va en parler le 14 juillet lors de son interview. Vous savez déjà ce qu'il va dire c'est annoncé en tout cas dans les tout cas, différents ça journaux. occupe bien les journalistes. Est-ce que ça devient un problème? Non, moi je pense qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Il y a des vies personnelles et comme les nôtres, hein, avec parfois des débats et voilà, des situations qui sont créées. Et moi, j'ai totalement confiance dans François Hollande. C'est un homme responsable, c'est un homme qui a une vraie morale personnelle et publique. Et après, les acteurs des vies personnelles ont évidemment des sentiments. Et moi, j'ai du respect pour ces sentiments et ces personnes, et je m'interdis de m'en mêler. Vous êtes c'est pas de la flagornerie ce que je veux dire, mais vous êtes l'un des personnages les plus populaires de la vie politique en France, et à chaque fois que vous venez, d'une manière malicieuse... Vous me demandez qu'est-ce que je vais faire. Voilà, j'ai posé la question. Et comme je suis un obsédé, je reviens, je me dis, mais que va-t-il faire, puisque peut-être la mairie de Paris s'est terminée. Donc je ne sais pas, je vous pose la question. Il recommence à chaque fois. Non, mais je voudrais saluer, cher Guillaume Durand, votre cohérence. Voilà, vous êtes un journaliste qui a de la suite dans les idées. Absolument. Je vous ai dit que moi, j'ai le sens du temps démocratique. Je suis maire de Paris et j'adore
ce boulot. Il y a des épreuves, hein, il y a des soucis. Mais On va vous parler vraiment, du PSG après. j'accomplis cette tâche, cette mission avec beaucoup de plaisir et je le ferai dans le temps démocratique, c'est-à-dire, je pense que les prochaines élections municipales, c'est en mars 2014. Oui, mais ça, vous me l'aviez déjà dit il y a 15 jours. Ou Eh bien 3 oui, semaines, mais moi aussi, j'ai de la Ouais. suite dans les idées, Guillaume Durand. Donc, on ne saura pas ce matin Mais quel est qu'est-ce que vous voulez? Mais je quelle sais est pas. Moi, j'ai une petite quoi question, monsieur le maire. Oui, allez-y, pour voir si vous faites mieux que Guillaume Durand. On va essayer. Le Parti socialiste cherche peut-être un successeur à Martine Aubry. Est-ce que ça pourrait vous Il intéresser? est malin. Moi, bien sûr que vous aussi, vous êtes malin. Je veux accompagner un processus de rassemblement, de responsabilité, et en même temps qu'il fasse vivre la démocratie, la créativité du Parti socialiste. Je ne suis candidat à rien, évidemment, et je pense que maire de Paris, j'ai à accomplir ma tâche complètement jusqu'à mars 2014, donc je ne suis pas candidat au poste de premier secrétaire. En revanche, je veux accompagner modestement mais résolument le débat d'idées et la mise en place d'un dispositif qui contribuera à la réussite du quinquennat de François Hollande. Pour le Monsieur Parti le maire, socialiste, pas de question de motion, etc. Vous Ah ne ben, ferez pas écoutez, partie de tout ça. Ah, ben je vais sans doute voir quelle est cette contribution de rassemblement que nous propose en même temps, ce qui est une bonne chose, Jean-Marc Ayrault et Martine Aubry. Il faut se rassembler, mais il faut avoir des idées, il faut être créatif, et il faut utiliser toutes les richesses du Parti socialiste. Donc, j'aime le rassemblement, mais il ne faut pas interpréter la démarche de Martine Aubry et de Jean-Marc Ayrault comme une sorte de caporalisme. C'est-à-dire il faut concilier débat, créativité, mouvement, dynamique et rassemblement, responsabilité, ensemble, je le répète, pour la réussite du quinquennat de François Hollande. C'est pas simplement parce que j'ai envie que François Hollande réussisse, c'est parce qu'il faut faire réussir la France par le mandat que les Français nous ont confié. C'est très, très important. Ça, c'est motivant. Ça, c'est un vrai projet, monsieur Guillaume Durand, Oui. pour les 5 ans qui viennent. dernier point, puisque nous sommes ensemble, vous êtes Les Rolling partenaire Stones. Non, Vous avez annoncé aux auditeurs et aux téléspectateurs les vous Rolling êtes Stones. vous êtes un partenaire historique du Paris Saint-Germain, Bien tout sûr, le monde le bien sûr. sait. Est-ce que c'est vraiment toujours le Paris Saint-Germain? Est-ce que vous vous accommodez de ce Paris Saint-Germain qatari? Est-ce que c'est une évolution, parce que vous êtes quand même un observateur très précis de ce qui s'y passe? Ah, je ne suis pas seulement observateur, je suis maire de Paris, je suis Non, mais partenaire, vous justement, l'avez mais dit. oui, Mais justement. non, mais attendez. Tous les grands clubs européens, Est-ce que ça sont- vous va, cette politique, ou est-ce que ça vous va que je vous réponde? Bah, bien sûr, on est là pour ça. Tous les grands clubs européens, ils sont dans une concurrence là aussi farouche, hein, bon, ont des capitaux mondialisés. Bon, je vous rappelle qu'avant que les Qataris rachètent le PSG, c'était Colony Capital qui était propriétaire, ce sont des capitaux américains. Bon, donc voilà, telle est l'économie du foot européen et mondial aujourd'hui. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans mon contact avec les actuels propriétaires du PSG, les valeurs de Paris sont tout le temps préservées et j'ai des partenaires tout à fait constructifs sur le côté familial, le respect des supporters, les enjeux de sécurité, pas de racisme, pas d'antisémitisme, enfin bref. Ensuite, ce qui me préoccupe, c'est que le PSG soit bien l'équipe de Paris, donc joue au Parc des Princes. Donc nous avons travaillé ensemble sur la rénovation du Parc des Princes et je ne voulais pas en plus qu'elle coûte aux contribuables parisiens. Pour le reste, je ne me mêle pas du recrutement. Et si vous voulez, tous les grands clubs européens dans la concurrence desquels se situe